Bien. Donc pour commencer, bienvenue. Alors, un peu de quelques informations peut-être pour la suite. Un faux bruit court, m'a dit Jordan, que la semaine de PEBA les dates de la semaine de PEBA avaient été modifiées. C'est absolument faux. Hein. La semaine de PEBA, c'est comme d'habitude. Je vous redis les dates, mais bon, si... Les dates, c'est toujours prévu pour voilà, le 9... pardon, je confonds... Ouais, le 9 juillet au 16 juillet. Du 9 juillet au 16 juillet. Ce qui a changé, les dates qui ont changé, c'est pour la retraite de l'Amrim. C'est plus le 9, c'est le 11. Parce que Yang Sri Rinpoche a un petit peu décalé sa venue. Donc... Et ça, c'est en août, c'est pas en juillet. Donc, ça, c'est la retraite de l'Amrim. Il ne faut pas confondre la retraite de l'Amrim, qui est organisée pour découverte de bouddhisme, et la semaine intensive de PEBA, où c'est vrai qu'on fait l'Amrim aussi, qui est pour le PEBA. Donc, c'est deux choses très différentes. Et c'est vrai qu'il y a 2 fois le 9, alors ça aurait pu prêter à confusion. Donc, donc pour la semaine du PEBA, il n'y a pas de changement. Voilà. C'est bien du 9 au 16. Oui, c'est sur le site, bien sûr. Tout est sur le site. Vous n'avez pas... Voilà. Ça, c'est la nouvelle. Donc, une autre nouvelle qui va vous réjouir certainement, c'est qu'il y aura un examen. Ouais. Silence total. Là, il y a du... Là, il y a des... Il y aura un examen qui valide en fait le premier module, qui est le module du Lamrim, donc, et qui portera donc sur ce qu'on a vu pendant 2 ans. Et ça sera 3 presque, ouais. Oui, effectivement, presque 3 ans. Ouais. Mais bon, ça portera, je pense, surtout sur la fin de... Enfin, bon, on verra, il faut quand même tout revoir. Et ça sera... On vous le donnera après la semaine intensive. Donc vous aurez tout le temps pour le faire, vous aurez le mois de juillet, vous aurez le mois d'août, et même le mois de septembre, puisqu'on reprend qu'en octobre. Donc ça sera à faire chez vous, dans des conditions de l'examen, c'est-à-dire pas droit aux documents, pas droit de copier sur le voisin. Il y aura une caméra Non. Il y aura juste le Bouddha qui vous observera. Comme il est omniscient, vous ne pourrez pas tricher. Christian, s'il te plaît, oui. Pour les personnes qui ne peuvent pas venir la semaine, il y aura quand même, on peut faire l'examen ? Bien sûr. Merci. Ça ne veut pas dire que vous le réussirez, mais vous pouvez toujours le faire. Comment ? Oui. Vous pouvez réécouter tous les enseignements. Bon, je sens que ça commence à... Oui, Christian, les questions fusent. Pour ceux qui n'auront pas réussi l'examen, la porte est fermée pour continuer ou pas ? Oui, la porte est fermée pour la libération. Non, la porte n'est pas fermée, c'est simplement pour valider, voilà, voir. C'est un test aussi Ça ne l'empêche pas de passer en 2e année. D'accord. C'est pas comme... Good. C'est pas Merci. La fac de médecine. Hein. Vous refaites pas vous refaites le DB. Ouais. Non, il n'y a pas de problème. Mais bon, chaque module doit être validé d'après la FPMT. Sinon, et puis ça vous prépare à l'examen final, alors, le grand examen qui sera à la fin, où il y aura tout à revoir. Comme ça permet un peu d'échelonner les trucs. Bon, voilà pour... J'ai autre chose à dire ? Non ? J'ai autre chose ? Non ? Oui, question. Il y a un gars qui m'a dit que ça serait bien de relire le corrigé de Christian suite au devoir où vous avez proposé la fiche. Oui, je vous ai envoyé le corrigé. D'accord. Ouais, non. Oh, il est clair. Hein. Elle a ramené d'autres copies. Ah oui, oui. Donc il y a d'autres copies qui ont été rapportées par Ganga qui sont à votre disposition. Alors, voilà. Un peu de publicité maintenant pour les livres. On a de la chance. On a reçu le corrigé du devoir numéro 19. Ah bon 19 Le dernier devoir, on n'a pas eu le corrigé, puisque comme on n'a pas eu le PEBA... Ah ben oui, vous n'avez pas eu le PEBA, oui. Non, le corrigé n'a pas été envoyé. Je vous l'enverrai lundi. On va le corriger quand on a d'autres devoirs à faire. Oui, c'est ça. Comme on n'a pas eu le
Donc, oui, exactement. OK. Donc, vous aurez le corrigé du 19 en même temps que le devoir numéro 20 à faire, c'est-à-dire dans la semaine. Dans la semaine. Je ne sais pas quand. Mais... Donc, pour les livres, donc on a de la chance maintenant. Vous avez de la chance, parce qu'à mon époque, ce n'était pas comme ça. Vous avez beaucoup de livres maintenant qui ont été traduits et bien traduits, des auteurs qui sont des auteurs de référence, quoi. Et c'est ces auteurs-là qu'il vous faut étudier pour méditer, pour étudier la vacuité, réfléchir et méditer. Donc, dans la collection Point Sagesse, vous avez Kamalashila, les étapes de la méditation, qui est souvent cité par Madame Tsongkhapa. C'est un tout petit livre, mais très, 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 très bien. Il y a 3 volets, hein, les étapes de la méditation, il y a 3 volets. Et donc, il y en a un sur... chaque fois, il parle justement de la pratique du calme continu. Calme continu, c'est le calme mental, bien sûr. Et la vision pénétrante. Vision pénétrante, bien sûr, c'est la vue supérieure. Chaque traducteur a son jargon, a sa terminologie. Donc voilà, vous avez par exemple, page 126, exactement ce qu'on appelle donc, la pratique du calme continu et de la vision pénétrante, montrant comment les deux sont alliés. Donc c'est très bien. Kamalashila. Tous les livres que tu as là derrière toi, oui. Ils sont tous encore... Ils sont à moi. Sauf celui-là qui est à Jordan. Oui. Oui. Ça, je sais, mais ils sont tous disponibles, oui. Tous. Celui-là, il est disponible. Il est à la boutique. Ah, donc, Kamalashila, les étapes de la méditation. Kamalashila. Hein? Point sagesse. Dans les petits livres, je continue, ça va être ça la révision aujourd'hui. J'ai trouvé ce petit trésor de sa sainteté le Dalai Lama qui s'appelle « Se voir tel qu'on est ». C'est un bijou. Il est à la boutique. Il coûte 7,81 €. À ce prix-là, franchement. Et alors, le Dalai Lama, en des termes très clairs, très simples, vous donne tous les raisonnements que vous pouvez utiliser pour méditer sur la vacuité, sur la production interdépendante. C'est à la fois très dense, parce que le Dalai Lama a une vision très large, et il arrive à condenser ça en très peu de mots. Donc on peut prendre chaque page, pratiquement, et méditer sur des points tels qu'ils sont cités là. Et c'est très bien fait, parce que vous avez chaque fois des petits points sur lesquels réfléchir, et des idées de méditation que vous pouvez faire. Voilà. Vous avez des réflexions méditatives, comme c'est appelé. Exemple du style 1. Pensez à l'espace en général. 2. Donc vous pensez à l'espace. Ensuite, réfléchissez à la dépendance des composés qui forment le nord, le sud, l'est et l'ouest, pour montrer que l'espace, même l'espace, est composé de parties. Et observez si la dépendance aux différents composés s'oppose à leur apparence d'autonomie. Tout ça, c'est fait pour casser notre vision habituelle, notre ignorance, en fait, qui perçoit les choses comme étant globalement autonomes, quoi, hein. Donc tout ça, c'est des raisonnements qui amènent à entailler un petit peu cette perception ignorante de la réalité, en montrant que les choses sont dépendantes. Il y a des petits trucs comme ça. Il y a plein de... Voilà, c'est très bien fait. C'est en français. Formidable. OK. Bon, je vais revenir après. Un autre livre de Jampa Tekshok, qui était l'abbé de Nalanda, que certains d'entre vous connaissent bien, sans doute, ce livre est en anglais. Il va sortir en français au mois de juin. Je ne sais pas quelle date. Hein. Vous regardez aux éditions Mahayana, il est traduit, il est prêt à sortir. Il attend que vous. Et ça va s'appeler « Connaître la vacuité » ou « Connaître la vacuité ». Très, très bien. Très clair. Et vraiment bien, très complet, pour méditer sur la vacuité, pour réfléchir. Donc là, vous avez 3 choses, déjà, qui sont vraiment de la vision de Lupa. Maintenant, venons-en aux textes fondamentaux qu'a conseillé Geshe. Oui. Il est de qui le dernier livre, on a Connaître la vacuité, j'ai pas bien compris. Il est de Kensur Jampa Tekshok. Jampa Tekshok, donc, était le Geshe, résident à Nalanda pendant très longtemps, un maître absolument remarquable, avec formé au Tibet, à Serajé, comme Geshe Tengye, et avec une vision
compréhension de la vacuité absolument incroyable. Il a formé beaucoup de disciples aussi. Connaître la vacuité. Le nom de l'auteur, je redis. Kensur Jampa Tekshok. Tekshok veut dire grand véhicule, hein, véhicule suprême. Alors, venons. Attendez, je vais pas finir. J'ai presque fini. Donc ça, c'est vraiment la vision Gelugpa, la voie. Enfin, je vais pas dire la voie, mais la méthode Gelugpa pour vraiment méditer sur la vacuité. Ensuite, j'ai traduit 2 livres qui sont publiés par Padmakara. Un qui s'appelle Au cœur du ciel. Attention, il y a 2 volumes. Ne prenez surtout pas le volume 2. Parce que vous allez vous arracher les cheveux. C'est le volume 1 qu'il faut prendre. C'est l'explication du Madhyamika, vu sous l'angle dans la tradition Kagyu, mais bon, c'est toujours le Madhyamika. C'était par le 8e Karmapa. Moi, je l'ai traduit de l'anglais, donc c'est écrit par un anglophone qui s'appelle Karl Brunholz et qui est spécialiste aussi de la vue, qui est très bien, et qui explique ça aussi avec beaucoup de détails, mais en termes très clairs aussi. Et là, tous les raisonnements, ils sont expliqués. Donc aussi, là, c'est vraiment pour le Madhyamika, pour étudier le Madhyamika. Mais pas selon une perspective Gelugpa, plus selon une perspective Kagyupa, puisque, bon, ça donne une autre perspective. Madhyamika, c'est le Madhyamika. Hein. Après, les méthodes, pour le réaliser, ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, donc faut pas... Mais on peut très bien appliquer des méthodes de Gelugpa quand on a compris certaines choses. J'en ai traduit un autre, c'est du tibétain, qui s'appelle de Jamgon Kongtrul. C'est sur les 4 écoles philosophiques. Ça s'appelle les systèmes philosophiques bouddhistes. Là, c'est sur les écoles bouddhistes, c'est-à-dire les différents courants philosophiques du bouddhisme tibétain qui s'appuie sur l'Inde. On peut le voir plus tard, non ? Ça, vous allez les voir. Oui, c'est pas nécessaire tout de suite, mais c'est pour vous. Voilà, si jamais, voilà. Vous voulez. Les 2 sont extra. Merci, Tony. Donc ça, c'est Padmakara, tout ça. Vous les avez. Ils sont peut-être à la boutique. Ah oui, à la boutique, celui-là, on va en faire une précommande parce qu'il n'en reste plus. Et je l'ai recommandé aussi aux gens qui faisaient le DB. Donc si vous voulez le commander, comme ça vous ne paierez pas les frais de port, passez à la boutique, mettez votre nom et vous l'aurez directement dans vos petits souliers. Comment ? À la boutique, c'est celui-là, en précommande. Au cœur du ciel, volume 1. Et les 4 philosophies, il doit en rester un exemplaire ou 2 à la boutique. C'est pas encore vraiment d'actualité. Là, on n'étudie pas les 4 écoles. C'est bon, après, si vous voulez avoir une vision vraiment d'ensemble, parce que c'est bien le Madhyamika, c'est très très bien, mais on est plongé dans la zone la plus dangereuse. Hein. On plonge directement, on vous met dans l'eau là directement. Là, vous avez la méthode progressive pour arriver à la vue Madhyamika. Et c'est vrai que c'est nécessaire d'y aller par paliers comme ça, de se vraiment mettre dans la peau d'un philosophe qui est par exemple Vaibhashika et voir comment eux, les Vaibhashika, conçoivent la réalité ultime ou la réalité conventionnelle, quelle est leur approche. Tandis que là, avec ce qu'on va faire dans la vision pénétrante, on ne fait pas les 4 écoles philosophiques. On plonge directement dans la vue Madhyamika et on essaie de la comprendre. Mais bon, c'est une méthode aussi. C'est l'approche directe, on va dire. Hein. Vous êtes... voilà. Donc voilà, ça aussi, c'est une perspective rimée, on va dire. Je dirais pas Kagyu, parce que bon, c'est un maître Kagyupa, Jamgon Kongtrul, mais qui a vraiment une approche rimée. Donc c'est vraiment un manuel d'études. Dans les centres Kagyu, c'est ça qu'ils utilisent comme manuel d'études. C'est pour ça que je l'ai traduit, en fait, c'est pour eux. Je suis un peu, comment dire, schizophrène. J'ai deux voix. Bon. Qui Padmakara. Padmak. Les 2 sont chez Padmakara, ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà donc pour la... Pour les gens qui sont sur Zoom, comment on fait pour commander à la boutique? Ah ben là, vous pouvez pas. Je viens au mois de juin. Sauf si vous envoyez au téléphone, vous téléphonez à la boutique
Vous appelez Clotilde, vous lui dites voilà, je commande, et puis vous l'aurez quand. Oui, vous pouvez faire une précommande. Ou envoyer un mail à la boutique @institutvachereuguigny.fr si vous n'arrivez pas à la joindre au téléphone. Bon, j'ai pas pris tous les maintenant les textes racines, c'est-à-dire les textes fondamentaux. Ça, c'est les commentaires, hein, ce que je viens de montrer. À part Kamala Shila, qui est un texte Donc, on a bien fait la différence entre les sutras et les shastras. C'est clair pour tout le monde. Les sutras, c'est la parole du Bouddha. Hein, c'est la parole du Bouddha, ce qu'il a enseigné. Les shastras, c'est les commentaires par les maîtres indiens. Hein, les shastras. C'est-à-dire les grands maîtres indiens comme Nagarjuna, Chandrakirti, les nombreux maîtres sur lesquels on doit s'appuyer pour méditer sur la vacuité. Les shastras, c'est les commentaires par les maîtres indiens, pas par les maîtres tibétains. C'est encore autre chose, les maîtres tibétains. Hein? Bon, pour vous montrer, vous avez compris comment ça fonctionnait maintenant. Hein. La lignée des maîtres de la vacuité, par exemple, ça commence au Bouddha. Hein. Bouddha a enseigné la Prajnaparamita. Hein. Il a enseigné la Prajnaparamita. Et bon, la Prajnaparamita, c'est-à-dire les sutras de la perfection de la sagesse. Pour expliquer la perfection de la sagesse, le Bouddha, combien de mots est-ce qu'il nous faut pour expliquer la perfection de la sagesse? Ben, le Bouddha l'a fait. Il y a un texte d'un sutra qui est en 100 000 stances, 100 000 versets. Il y a ce qu'on appelle les trois mers. Mer veut dire Prajnaparamita. Les trois mers, c'est ça. C'est la première, c'est la Prajnaparamita en 100 000 stances, la Prajnaparamita en 25 000 stances, la Prajnaparamita en 8 000 stances, qui est au-dessus de Tsangka, dans le petit livre jaune là, qui est enveloppé en jaune. Ça, c'est la Prajnaparamita en 8000 stances traduites. Hein. Bien sûr épuisée maintenant, on ne la trouve plus, mais traduite par Donc, Tsangka, au-dessus de ta tête, tu as le Bouddha et tu as la Prajnaparamita, etc. Voilà. Donc, cette Prajnaparamita, donc en 8000 stances, c'est la forme la plus courte des trois mers. Le Sutra du cœur, c'est le condensé, ce qu'on récite à chaque enseignement, c'est le condensé des trois Prajnaparamita. Vous vous rendez compte un peu? Ce qu'on récite, c'est quand même formidable. Chaque enseignement, on récite cet extrait, cette essence de la Prajnaparamita en une page pratiquement. Voilà. Donc, voilà. Et là, c'est vraiment... Tous les mots sont hyper importants. Vous comprenez quand vous récitez ça. Chaque mot a une importance incroyable, puisqu'il a fallu résumer tout ça. Et finalement, le Sutra du cœur est assez facile à comprendre. En 8000 stances, c'est pas évident. 25 000, encore moins. Et 100 000, vraiment très difficile. Donc, c'est une manière vraiment d'aller au plus simple, au plus direct, chaque fois qu'on lit ce sutra de la Prajnaparamita. Et si on veut aller encore plus vite, parce que c'est toujours possible, il y a le mantra Gate Gate par la Samgate Bodhisattva, qui est encore le concentré de toute la Prajnaparamita. Donc, quand on dit ça, hein, c'est encore un concentré. Ça. Donc, dire ce mantra en connaissant son sens, ça a une grande valeur. C'est énorme. C'est absolument énorme de dire ce mantra. Hein, c'est une protection. Mantra veut dire, entre guillemets, ça veut dire protection de l'esprit, étymologiquement. Men, c'est l'esprit, et tra veut dire protection. Donc en fait, un mantra, hein, c'est ce qui protège l'esprit. Quand on parle d'un mantra, qui soit une formule comme ça, soit comme c'est dit dans le Sutra du cœur, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra qui surpasse l'inégalable. Voilà, en fait, c'est la protection mentale qui est supérieure à l'inégalable. C'est la protection mentale qui est... Donc en fait, pourquoi je comprends maintenant pourquoi, par exemple, Geshe Loden nous dit récite, quand vous avez des obstacles, quand vous rencontrez les autres, récitez le Sutra du cœur. Parce que dedans, il y a ce mantra, ce fameux mantra, Gate Gate par la Gate, qui est une protection, qui nous protège.
Donc c'est très très puissant. Donc ça c'est la formule encore qui résume. Et il y a encore plus court, c'est la lettre A. Hein, la lettre A qui est vraiment la quintessence, on pourrait dire, de toute la Prajnaparamita. Cette lettre A, qui est d'ailleurs, je pense, en couverture de ce... Là, vous ne le voyez pas. Peut-être qu'on peut enlever la couverture, faire passer. S'il te plaît, Sangha, tu peux me faire passer le livre? Ah, merci. Donc, ouais. C'est cette lettre A. Et merci beaucoup. Voilà. Merci. Voilà. Voilà la noble perfection de la sagesse. Bah, ça vous fait rire. J'aimerais bien que ça descende. La noble perfection de la sagesse en 8000 versets, avec le A au milieu. Donc ce A, cette syllabe A, qu'on peut visualiser comme ça, est la quintessence de la sagesse, de la Prajnaparamita. Et je pense que c'est l'expression que l'on doit avoir quand on réalise la vacuité. On doit faire « Ah ». Enfin. Je comprends. Voilà. Donc c'est un peu... Et pourquoi? Oui, il faut expliquer pourquoi peut-être aussi. Parce qu'en fait, A, on le trouve... C'est la lettre, c'est une voyelle. Hein, merci. La voyelle qui est sous-jacente à toutes les autres lettres de l'alphabet sanskrit et tibétain. Donc, de la même manière que la vacuité est sous-jacente à tous les phénomènes. Et la lettre A aussi, c'est grâce à la lettre A qu'on peut avoir un alphabet et qu'on peut avoir tous les textes. Sans la lettre A, on n'aurait pas tous ces textes. Il n'y aurait même pas le langage, quoi. Donc, ouais, c'est pratiquement la source à la fois de la langue, de l'expression écrite et orale, et de la réalisation au niveau de l'expérience. Comment? C'est comme une lettre racine, effectivement. Comme de la même manière que la vacuité et la racine est inhérente à tous les phénomènes. Donc c'est assez bien vu. Et donc après le Bouddha, donc cette lignée a commencé avec le Bouddha. Ensuite, ses enseignements, c'est Nagarjuna donc, qui les a transmis, comme vous l'avez bien compris. Et Nagarjuna fait figure donc, de pionnier. C'est intéressant, le mot pionnier, quand il dit Geshe-la, chez Shingta en tibétain, ça veut dire celui qui conduit le chariot. Hein, si on voulait le dire en traduction littérale, l'orige, un orige. A-U-R-I-G-E. Un orige, c'est quelqu'un qui conduit un char. Et donc, on les appelle les grands origes, en fait, ces grands Nagarjuna et son fils spirituel, Aryadeva. Donc, on pourrait les appeler les fondateurs du Madhyamika, si on voulait. Mais en fait, il n'y a pas de fondateur. Ils sont considérés comme les fondateurs. Ils ne se sont jamais auto-proclamés fondateurs de quoi que ce soit, puisqu'ils ont réalisé la vacuité. Qu'est-ce qui a fondé? Donc, Nagarjuna a eu... pour vous parler un petit peu de Nagarjuna, c'est quelqu'un qui est né dans le sud de l'Inde, dans une famille de brahmanes hindous. Et dès son plus jeune âge, il avait un certain génie, disons. Et les oracles de la famille avaient prédit à 7 ans qu'il n'atteindrait même pas l'âge de 8 ans. Donc, ils ont demandé à sa famille et à Nagarjuna de faire toutes sortes de retraites, de faire des tas d'offrandes aux dieux. Enfin, bon, ça a été un parcours assez difficile pour Nagarjuna dans son jeune âge. Et ça rappelle justement ce que disait Geshe-la ce matin, que dès qu'on médite sur la vacuité, dès qu'on l'enseigne, dès qu'on l'approche, dès qu'on l'étudie, on rencontre des obstacles. Et donc Nagarjuna a illustré ça justement, vraiment des obstacles à sa vie, et qui ont été surmontés par la pratique. Donc comment surmonter les obstacles qu'on va rencontrer, puisqu'on en rencontre toujours, c'est par la pratique de la méthode, c'est-à-dire développer la compassion, développer l'altruisme, développer les méthodes comme la purification, comme Vajrasattva qu'on fait le soir, et les offrandes de mandala.
Et donc, donc Nagarjuna, après, il a tellement bien pratiqué qu'il est devenu très, très vieux. Après. Il a vécu jusqu'à je ne sais plus quel âge, mais enfin, c'est incroyable. Et donc, Nagarjuna était l'abbé du monastère de Nalanda. Hein, il est devenu l'abbé du monastère de Nalanda. Et il connaissait tous les textes. Hein, tout le canon bouddhiste, il le connaissait à fond. Sauf qu'à son époque, il n'y avait pas la Prajnaparamita. Et il avait entendu dire que cette Prajnaparamita existait. Mais il ne savait pas où la trouver. Et un jour, il y a le roi des Nagas, comment il s'appelle, je ne sais plus, qui est venu le trouver. Il lui dit, je pense qu'il y a un texte qui est pour vous. C'est nous qui le gardons, et le Bouddha nous l'a confié, parce que nous devons le donner seulement à une seule personne qui en serait digne de confiance, qui serait une personne d'autorité. Et seule cette personne peut le recevoir. Et donc, le roi des Nagas a confié la Prajnaparamita à Nagarjuna. C'est pour ça qu'on voit sur Nagarjuna, vous voyez, par exemple, ici, Nagarjuna est entouré de serpents, hein, qui font comme une aura autour de lui, et qui protègent la Prajnaparamita en même temps. Hein. Donc, Nagarjuna, ces deux traités principaux sont, je vous conseille, l'instance fondamentale de la voie médiane. C'est ça qu'on a cité abondamment, que Tsongkhapa cite abondamment, traduit en français, très, très bien. Il n'y a pas de commentaires, c'est les strophes brutes. Hein. Donc, il faut vraiment rentrer dedans. Il faut les mâcher, les malaxer. Ça demande pas mal de travail. Mais c'est la source. Hein. Et c'est les fondements, voilà. C'est les stances fondamentales, ce qu'on appelle le Mula Madhyamika Karika en sanskrit. Donc, on a de la chance que les éditions Padmakara aient traduit ça, donc bien traduit. Et vous avez le texte tibétain aussi, si vous êtes intéressé au tibétain. Et que nous dit Nagarjuna dans la première strophe? Qu'est-ce qu'il nous dit? On va regarder juste la première, hein. On va pas tout traiter. Je vous conseille vraiment de l'acheter, ce livre. Hein. Si on est bouddhiste, on ne peut pas ne pas l'avoir. Hein. Surtout si on... Bon. Donc, la première strophe, il dit, dans les stances dédicatoires, hein, même avant de commencer la première strophe, il dit à celui qui, c'est-à-dire au Bouddha, à celui qui, montrant que ce qui se produit en interdépendance n'a ni cessation, ni naissance, ni interruption, ni pérennité, ni venue, ni aller, et n'est ni multiple, ni un, montre l'apaisement des concepts, la paix. Et cet éveillé parfait, le plus saint des philosophes, je rends hommage. À cet éveillé parfait, le plus saint des philosophes, je rends hommage. Okay, voilà. Donc déjà, il nous introduit, dès la première strophe, à l'interdépendance. Hein, et à celui qui, montrant que ce qui se produit en interdépendance n'a ni cessation ni naissance, ni interruption ni pérennité, ni venue ni aller, n'est ni un ni multiple. Donc là, vous avez les 8 extrêmes. Donc 4 fois 2. Et là, il y a plus de... Vous pouvez méditer là-dessus pendant des années. Hein. Et là, il n'y a plus possibilité de réification de quoi que ce soit. Qu'un phénomène existe, s'il existe, il est soit un, soit multiple. Hein, il n'y a pas d'autre possibilité. Hein, c'est soit il est X, soit il est non X, hein, en logique. Donc, s'il est ni l'un ni l'autre, c'est qu'il n'existe pas. Et si vous arrivez à prouver dans votre méditation et par vos études que le phénomène n'est ni un ni multiple, vous arrivez à une absence d'existence qui est la vacuité, qui est une absence d'existence véritable, pardon, qui est la vacuité. Hein, la vacuité. Donc la vacuité, c'est quoi? C'est une absence, hein, tout simplement. C'est pas quelque chose, okay? C'est pas quelque chose à mettre en plus ou quelque chose à enlever, comme dit Maitreya. Hein. C'est une absence. Une absence de quoi? D'existence véritable, ce à quoi on a toujours cru. Voilà. Donc c'est le thème même des stances fondamentales. Et toutes ces stances sont faites pour déconstruire, en fait, notre vision de l'existence véritable, qui est innée en nous, hein, cette vision. Donc il faut la déconstruire, parce qu'on l'a entretenue pendant des vies et des vies. Donc on a sacrément l'habitude, quoi, de cette chose-là, de cette réification, et elle ne va pas disparaître du jour au lendemain.
Simplement parce que, même si intellectuellement on le sait, bien sûr, mais après, il faut l'intégrer. Donc voilà les stances fondamentales de Nagarjuna. Il y a un autre petit livret qui est souvent cité aussi, c'est les Conseils au roi, encore de Nagarjuna, qui est aussi très bien. Là, il y a plus méthode et sagesse, hein. C'est pas que sur la sagesse. Mais aussi, il y a cette strophe, par exemple, que Geshe-la a dit hier, d'ailleurs. Si l'individu n'est pas la terre, ni l'eau, le feu, l'air, l'espace, la conscience, ni leur ensemble, et s'il est autre qu'eux, quelle personne y a-t-il? Hein? Donc, si l'individu n'est pas ça, hein, et s'il est autre qu'eux, où est-ce qu'elle est cette personne? S'il est indépendamment, où est-ce qu'on va la trouver? Hein? On ne peut pas le trouver en dehors de ces éléments. Et s'il n'est pas les éléments, et comme il n'est pas à l'extérieur non plus, il n'existe pas. Donc c'est à propos des éléments. Donc puisqu'elle se compose des 6 éléments, la personne n'est pas vraie. De même, puisque chacun des éléments est un composé, il n'est pas vrai non plus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on déconstruit tout comme ça. Oui, vrai, voilà. C'est ce qui n'existe pas réellement. Il n'existe pas véritablement. Et puis, elle m'a piqué un petit peu, Valérie, en me disant que c'était mon job. Moi, donc, je l'ai pris à la lettre. Et je suis allé voir dans le Sutra de l'entrée à Lanka, qui est aussi une merveille, aux éditions Fayard, qui est planant, mais alors vous ne pouvez pas savoir. Hein. Vous le lisez, c'est de la poésie. Et c'est pas vraiment Madhyamika, c'est quand même la voie médiale, le grand véhicule. C'est plutôt une approche Chittamatra, quoique. Alors, une chose aussi que je veux vous dire, c'est que, bon, entre parenthèses, on appelle ça de la doxographie. La doxographie, c'est la catégorisation des écoles philosophiques, hein, en système. Cette doxographie, elle a été faite par des Tibétains. Tous ces mots, Madhyamika, Prasangika, ils les ont mis en sanskrit, mais ça n'existait pas. Les Indiens, ils s'en fichaient de tous ces mots-là. Ils les ont pas mis, ils les ont pas inventés. Mais les Tibétains, pour nous permettre, pour faciliter les choses, hein, comme moyen pédagogique, didactique, ils ont établi des écoles philosophiques et ils les ont bien compartimentées. Seulement, ça glisse parfois. Hein. Entre un philosophe, il ne se disait pas Madhyamika ou il ne se disait pas Chittamatra. Comme Atisha, par exemple, parfois il a des raisonnements Chittamatra, parfois il a des raisonnements Madhyamika. Voilà. Et donc c'est pareil pour Milarepa. On ne peut pas les classer. Vous essayez de les classer dans des catégories, bon, on y arrive dans une certaine mesure, mais ça reste toujours très flottant. Hein. Gardez bien ça. C'est pour ça que parfois même, vous avez des écoles qui ont 3 noms. On appelle ça les Madhyamika, Svantantrika, Yogacara. Parce que, justement, ça glisse, quoi. Donc, par exemple, Kamalashila aussi. Il peut être aussi à la fois chez les Chittamatra ou chez les Madhyamika. Donc, voilà. Tout ça, ce sont des systèmes philosophiques bien un peu qu'on a voulu simplifier, hein, d'une certaine mesure, pour pouvoir les transmettre et pour qu'on ne se prenne pas trop la tête non plus, tu vois, et pour pouvoir quand même avoir une vision assez claire des choses. Hein. Le sutra de l'entrée à Lanka. Mais lui, il ne parle pas du tout de ça. C'est beaucoup plus élevé que ça. Donc, c'est un dialogue entre Mahamati, enfin les bodhisattvas Mahamati, avec le Bouddha Shakyamuni. Et donc, Sutra, c'est Fayard. Hein. Donc, c'est très poétique, c'est très... vous verrez. Là aussi, c'est des sources méditatives. On a beaucoup de livres maintenant en français. Oui, alors, oui, la règle. Oui, quand tu disais qu'il y a plusieurs approches, du coup... Enfin, non, pas approche, mais justement... Système. Mais est-ce que ces différents systèmes sont en fonction de nos niveaux de compréhension, donc où il n'y a pas d'opposition entre eux, hein. C'est plus apprendre comme
différents... Des marches d'escalier, on va dire. Des marches d'escalier. Oui, c'est ça, pour arriver à la vue du Madhyamika. C'est comme ça que dans les manuels des grands monastères comme Serajé, Kseramé, etc., ils ont leur propre manuel. Ils étudient le Madhyamika, par exemple. Ils ont leur propre manuel de collège, hein, le manuel de cours, où il y a des citations de tout ça, qui ont été écrites par des Tibétains, pour eux. Donc c'est comme nous, pour les Occidentaux, s'il faudrait quelqu'un qui nous écrive, qui nous fasse un manuel de cours, en prenant dans tous ces manuels, dans toutes les différentes écoles, une méthode progressive pour arriver au Madhyamika. C'est un peu ce qu'a fait Jeffrey Hopkins, par exemple, dans Meditation on Emptiness, hein, qui est vraiment un livre remarquable. Et donc, voilà. Donc, sinon, vous devez prendre tous les traités, puis les étudier les uns après les autres pour arriver à la vue finale. Donc, pour aller plus vite, dans les collèges monastiques tibétains, ils ont leur manuel de cours, comme dans toutes, voilà, ce qu'on fait dans les écoles, par exemple, et ils étudient ça surtout. Mais ils sont très, très bien faits et ils débattent avec ça. Hein. Donc pendant je sais pas, je dis n'importe quoi, pendant 3 mois, ils vont vraiment étudier la vue Vaibhashika, la première des vues, et ils vont essayer de l'intégrer. Hein, parce que dans la vue Vaibhashika, il y a des choses tout à fait justes. Hein. C'est des vues bouddhistes, et donc il faut essayer de voir ce qui, dans notre esprit, correspond vraiment à la vue Vaibhashika. Et ils vont débattre, ils vont vraiment intégrer tous les principes de cette école, jusqu'à vraiment l'intérioriser, l'intégrer, et entre eux, ils vont débattre. Et ils vont débattre, ça veut dire d'abord tout mémoriser, toutes les catégories, toutes les définitions, toutes les classifications, et ils débattent là-dessus en essayant de jongler entre les différentes classifications, en prenant l'une de l'autre et en essayant de... C'est une gymnastique intellectuelle absolument incroyable. Je connais pas, j'ai jamais fait, mais quand on voit les Tibétains, ils prennent beaucoup de plaisir à faire ça, parce que justement, ça permet de voir si l'esprit est suffisamment affûté, si on a bien compris, et ça permet de voir où on en est, et d'une manière un peu ludique, quoi, disons. Hein. Quoi qu'ils prennent, même s'ils prennent ça très au sérieux, c'est quand même très ludique. Ils s'amusent beaucoup à faire ça, à faire ces joutes orales pour intégrer les enseignements. Pas que ça soit... Parce que sinon, on peut penser avoir compris, mais tant qu'on n'est pas un peu challengé, là, on n'est pas défié par quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Et donc, l'adversaire, il est là pour vous défier un petit peu, pour tester votre compréhension en vous opposant des contradictions, tout ça, des choses comme ça. Et c'est très, 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 très puissant comme approche, comme méthode, en tout cas. Voilà. Oui, Sangha ? Il y a Xavier sur Internet, sur Zoom, qui voudrait demander quelque chose, je pense. Bah vas-y. Tu peux parler si tu veux. Oui, vas-y, Xavier. Oui, bonjour, Christian. Bonjour, Xavier. Oui. Dans le précieux ornement de la libération. Yes. Comment il s'appelle ? Gampopa. Gampopa. Voilà. Il dit que le Bouddha a un corps absolu. Oui. Le corps absolu, c'est la nature du Bouddha. Ouais, si tu veux, oui. Tu peux dire ça comme ça. Ouais, oui. Ben c'est lui qui le dit. Hein, oui. Ah, d'accord. La question est bien maintenant. Il dit, Gampopa, il dit le corps absolu, c'est la nature de Bouddha, ou il dit la nature de Bouddha, c'est le corps absolu ? Quand on dit que le corps absolu, la vacuité imprègne les êtres, on veut dire que le Bouddha est le corps absolu, que le corps absolu est vacuité, et que la vacuité imprègne tous les êtres. Oui. Par conséquent, les êtres ont la nature de Bouddha. D'accord. Alors la vacuité, c'est un phénomène ? Bah bien sûr. Non ? Eh bien, évidemment. C'est un phénomène permanent. Voilà. C'est un phénomène permanent. Merci. La vacuité. Hein, c'est un phénomène permanent. Donc il est en nous. Oui. Et oui, c'est un phénomène permanent. Mais qui ne dure... Merci. Vous voulez qu'on rentre là-dedans ? Bon. C'est un phénomène permanent, mais temporairement permanent. Non, parce qu'il ne dure... On ne parle pas de la vacuité en général, ça ne veut rien dire. Il faut parler de la vacuité de quelque chose. Hein. La vacuité du livre, par exemple. Hein. La vacuité du micro, la vacuité de l'ordinateur. On parle de la vacuité d'un phénomène. Hein. Donc la vacuité du livre, elle existe tant que le livre dure. Si je brûle le livre, il n'y a plus de vacuité du livre. OK ? D'ailleurs, là-dessus,
je crois que c'est Dalai Lama, mais j'en suis pas sûr, qui a dit que c'est une imputation, mais l'imputation est un mot. Donc un mot n'existe pas. C'est une désignation. Ah bah non, bien sûr. C'est une désignation, une imputation, une désignation. Désignation, pardon. Ok, oui. Donc, Sutra de l'entrée à Lanka, la prédiction, la prophétie de Nagarjuna, et page 284. Alors, quelqu'un, c'est Mahamati qui demande au Bouddha, veuillez nous dire qui, quand le Bouddha se sera éteint, détiendra et transmettra le véhicule de la réalisation intérieure qui dépasse le champ d'expérience des dialecticiens. Et le Bouddha répond, sache Mahamati que après le nirvana, c'est peut-être pas le Bouddha qui répond, je sais pas qui c'est. Sache Mahamati que après le nirvana du bien-aller, il y aura dans les temps futurs un homme qui détiendra mes enseignements. Donc c'est bien le Bouddha. Dans un royaume du sud de l'Inde, le moine Mahashriman, grande gloire, encore appelé Nagarjuna, brisera les extrêmes de l'être et du néant. Manifestant ainsi dans les mondes mes enseignements sur le grand véhicule suprême, il atteindra la terre de joie suprême, la première, c'est-à-dire la première terre de Bodhisattva, et il ira renaître dans le royaume de la paix et de la félicité. Dewachen, Sukhavati. Donc pour Geshe-la, il n'y a aucun doute que Nagarjuna est actuellement à Sukhavati. Il l'a confirmé. Donc, priez pour renaître à Sukhavati et recevoir directement les enseignements de la bouche de Nagarjuna. Et là, ça doit aller très vite, je pense. Oui, Dominique. Oui, je n'arrive pas à comprendre l'articulation entre les grands systèmes philosophiques, les Chittamatra, les Sutrantika, etc. Cette articulation entre ça et les écoles qui sont peut-être que tibétaines, je ne sais pas, les Gelugpa, les Kadampa, etc. Ah oui, ça c'est pas la même chose. Là, ce que tu viens de dire, là, les premiers, là, les Madhyamika, Svatandrika, tout ça, ce sont des courants philosophiques, soit qui sont basés sur la vue de la vacuité, tandis que les écoles Gelugpa, Kagyupa, ce sont des écoles tibétaines, ce sont des écoles spirituelles, disons. Ça n'a rien de philosophique. Elles sont pas fondées sur la philosophie. Elles ont été fondées par des fondateurs, des maîtres tibétains, comme Tsongkhapa qui a fondé la lignée Gelugpa, Gampopa qui a fondé la lignée Kagyupa. C'est des maîtres tibétains qui ont créé leur propre lignée. Enfin, c'est pas eux qui les ont créés, les lignées. C'est parce que des disciples se sont rassemblés autour de ces maîtres et ont créé des lignées. Les maîtres n'ont rien créé du tout. C'est leurs disciples qui créent des lignées. Donc, c'est des disciples tibétains qui se sont rassemblés autour d'un fondateur qui a créé des écoles tibétaines. Mais ces écoles tibétaines étudient les écoles philosophiques bouddhistes de l'Inde. Pas la même chose du tout. Au Tibet, ils sont en général Madhyamika Prasangika. Oui, Madhyamika Prasangika. Il y a beaucoup de tenants Yogacara ou Chittamatra qui et je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est pas notre propos. C'est pas vraiment ça nous entraînerait. Oui, prenez le micro alors si vous avez des questions. Non, ne mélangez pas les écoles tibétaines et les écoles philosophiques. C'est pas du tout la même chose. Là, ce sont des écoles religieuses, on va dire, au Tibet. C'est des monastères qui se sont fondés autour d'un maître. Voilà, donc chacun... Padmasambhava, derrière moi, c'est les Nyingmapa, c'est le fondateur de la lignée Nyingmapa. Donc voilà, ce sont des écoles. Ici, c'est Gelugpa, c'est Tsongkhapa. Notre fondateur. Et donc, on suit l'approche de Tsongkhapa, qui a fait ses preuves, qui a formé ses disciples, qui est authentique. Et Tsongkhapa a réfuté... je voulais en venir à Tsongkhapa, et progressivement avec... Donc, comment on en arrive à Tsongkhapa depuis Nagarjuna? Nagarjuna donc, a transmis... Après, il est mort. Quand il est mort, il a fallu aussi trouver... Il avait des disciples. Donc, on est allé voir ses disciples, etc. Donc, Aryadeva, et ainsi de suite. Et Nagarjuna, c'est quand même, pour vous resituer ça historiquement, c'est le 2e, 3e siècle.
Chandrakirti, c'est le 8e. Hein. Ça veut dire qu'entre le 2e et le 6e et le 8e siècle, il y a 6 siècles. Alors, en 6 siècles, il peut s'en passer les choses. Hein. Imaginez. Donc, il a fallu retrouver. Donc, ses disciples, pas directs, mais indirects, ont étudié les textes de Nagarjuna. Certains les comprenaient de manière juste, certains ne les comprenaient pas. Donc, il fallait retrouver ceux qui les comprenaient de manière juste. Donc, au 8e siècle, quelqu'un qui les avait compris de manière juste, c'était Buddhapalita. Il doit être un petit peu avant Buddhapalita. Il est avant Chandrakirti. Et après, Buddhapalita, il doit être au 7e siècle, je pense, et Chandrakirti au 8e. Donc après, voilà. Et Chandrakirti s'est appuyé sur Buddhapalita pour comprendre Nagarjuna. Et ensuite, donc, après Chandrakirti, et ce qui est arrivé, donc, après, avec Tsongkhapa, on est au 14e siècle, d'accord, au Tibet en plus. Donc, un maître comme Tsongkhapa veut comprendre les enseignements, et il a la chance de pouvoir avoir un accès direct à Manjushri, qui est le Bouddha de la sagesse. Donc, il voit Manjushri et il lui demande sur qui je dois m'appuyer pour être sûr que j'ai la vue juste. Et Manjushri lui dit Nagarjuna, pour comprendre ses enseignements, je veux bien, mais c'est pas facile. Donc, qui est le meilleur exégète de Nagarjuna? Et là, il lui dit va voir Buddhapalita et Chandrakirti. Et donc, c'est en s'appuyant sur Chandrakirti que le Tsongkhapa a développé cette vue. Et il l'a pas développé tout seul, comme ça, c'est pas venu tout seul. Parce qu'il avait une certaine intelligence quand même, je pense, Tsongkhapa, une grande sagesse, mais ça suffisait pas. Il y avait encore des voiles à éliminer. Donc il a dû éliminer ces voiles, et pour éliminer ces voiles, il est parti en retraite avec 8 disciples, je crois, un petit groupe de disciples, je ne sais plus combien. Et pendant cette retraite, ils n'ont pas médité sur la vacuité. Ils ont fait des prosternations, à même le sol, à même la dalle, à même le rocher. Ils ont fait des offrandes de mandala. Ils n'avaient pas une plaque en or, ils avaient aussi un rocher, jusqu'à s'entailler les bras. Des centaines de milliers de prosternations, des centaines de milliers d'offrandes de mandala, jusqu'à ce que leur voile soit complètement purifié, et là, avoir la vision directe de la vacuité. Et c'était Lama Tsongkhapa. Donc, on insiste toujours sur le fait que, vraiment, pour méditer sur la vacuité, c'est pas simplement étudier, bien sûr, c'est nécessaire, mais parfois, l'étude, il y a des blocages. Et ces blocages, on ne pourra les éliminer que par la purification ou par l'accumulation de mérite. Donc, qui est vraiment mise en valeur. C'est pour ça que vous voyez encore des moines se prosterner, faire des offrandes de mandala, refaire les préliminaires, plusieurs fois, pour justement éliminer les voiles. Sinon, ces voiles, ils restent. Et tant qu'il y a ces voiles, il y a un blocage. Hein, on ne voit pas à travers. Donc Tsongkhapa a fait toutes ces purifications, et ensuite a reçu, a eu la vision directe de la vacuité. Donc la méthode de Tsongkhapa, parce que je pense que c'est important de vraiment de le savoir, c'est comment... Il pense que tout le monde peut réaliser la vacuité, hein, s'il étudie. Et l'approche qu'il promulgue, qu'il veut promouvoir, c'est par le raisonnement. Hein. C'est à l'aide du raisonnement analytique, du raisonnement logique, en appliquant la logique. C'est pour ça que les méditations analytiques pour réaliser la vacuité, elles s'appuient sur des raisonnements logiques. Parce qu'il faut développer une sagesse. La sagesse qui réalise la vacuité, c'est une sagesse qui est logique. Notre ignorance, elle est illogique. Donc, mais pour nous, elle est logique. Donc justement, il faut remplacer cette ignorance par une vision plus logique des choses. Pour nous, les choses existent véritablement telles qu'elles nous apparaissent. Et donc, ça, c'est l'ignorance. Donc, pour aller à l'encontre de cette ignorance, il faut développer son contraire, c'est-à-dire la sagesse qui voit, qui perçoit que les phénomènes n'existent pas tels qu'ils nous apparaissent, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas véritablement. Et ça, il faut le prouver. Il faut le prouver logiquement. Hein. Donc, c'est pour ça que vous avez ces arguments qui s'appellent l'argument du ni un ni multiple, par exemple, où vous devez arriver à un état où il n'y a que 2 possibilités. Soit les phénomènes, s'ils existent, ils sont un avec eux-mêmes, soit ils sont différents d'eux-mêmes. D'abord, il faut être certain qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Si vous pensez qu'il y a d'autres possibilités,
vous allez les exploiter à l'infini, mais c'est inutile. Parce que d'un point de vue logique, il n'y a que deux possibilités. Hein. Donc, quand on a épuisé ces deux possibilités, on doit arriver au constat, ces deux possibilités logiques, on arrive à la constatation non, que les phénomènes n'existent pas. Et là, chaque fois qu'on médite là-dessus, chaque fois qu'on arrive à ce constat, ça épuise l'ignorance. Et c'est comme ça qu'on réalise la vacuité. Juste une petite chose. Non, bon, c'est pas nécessaire, je verrai après, si c'est nécessaire. Oui, alors, qui a le micro là. Vas-y, Yasmina. Oui, c'était juste par rapport aux autonomes. Ce matin, ça a été expliqué que donc, eux, ils utilisent la désignation conceptuelle et qu'il existe aussi quelque chose dans le phénomène. Donc, l'exemple qui a été donné, c'était pour la personne. Et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple pour l'objet ? Qu'il existe quelque chose dans l'objet ? Oui. Parce que du coup, pour la personne, elle a parlé de la désignation conceptuelle plus la conscience mentale. Oui. Mais pour l'objet, j'ai pas d'idée, quoi. Il y a déjà la conscience mentale qui appréhende l'objet, qui lui appréhende des caractéristiques, une caractéristique propre à cet objet. Mais je crois que c'est une très bonne question. Je serais intéressé de voir comment on va y répondre Geshe-la. Qu'est-ce qui existe comme caractéristique fondamentale d'un objet? On posera la question à Geshe-la. Oui, parce que là on est même pas dans les Madhyamika. Si on pense qu'il y a quelque chose comme un atome insécable qu'on va trouver, en dernière analyse, c'est qu'il existe. Pour les Madhyamika, il n'y a même pas ça. Donc, puisque les Svatantrika perçoivent que dans les phénomènes, il existe encore quelque chose, une caractéristique essentielle de leur propre côté, quelle est cette caractéristique? Et là, je voudrais avoir la réponse de Geshe-la. Je préfère ne pas répondre à sa place. On lui posera la question tout à l'heure. C'est une très bonne question. Très, très bonne, je trouve. Et pour la personne, tu as compris? Oui, c'est évident. La conscience mentale, ok. Mais un objet n'a pas de conscience mentale. Donc, ça ne peut pas être sa caractéristique essentielle. Donc, qu'est-ce que c'est, hein? J'avais envie de lui poser la question aussi. J'ai failli lui poser la question. Comment est-ce qu'on reconnaît les petits pois des carottes? Voilà. Après, excuse-moi, Christian, j'ai une autre question. Si c'était... Ouais. Tu vois, bon, ouais. Comment on fait? Ou d'une table, d'une chaise. Hein. C'est bien que peut-être qu'il y a des caractéristiques essentielles, mais je pense que là, ça va se situer entre un niveau conventionnel et un niveau ultime. Hein. Je ne vais pas avancer, mais... D'accord. Hein, après, ils font la différence entre au niveau conventionnel et le niveau ultime. Les Madhyamika Prasangika vont très très loin, hein, en disant que les caractéristiques essentielles, elles n'existent ni ultimement, ni conventionnellement. Pour les autonomes, elles n'existent pas ultimement, mais conventionnellement, il y a quelque chose. Sinon, on ne pourrait pas faire la distinction entre un petit pois et une carotte. Je ne sais pas, mais je ne vais pas en dire plus. Après, je voulais juste savoir si c'est possible. On a parlé aussi des projections par rapport à l'attachement. Donc, il fallait un petit peu observer, analyser nos projections pour diminuer l'attachement. Mais du coup, on ne résout pas le problème de la saisie du soi. Donc, dans mon raisonnement, je voulais savoir, est-ce qu'il ne vaut mieux pas s'attaquer, entre guillemets, gentiment à la saisie du soi, savoir comment on saisit notre jeu et pour pouvoir... C'est en parallèle. Parce que, admettons que j'ai un attachement, si je n'ai pas travaillé sur ma saisie du moi, j'ai peur que ça revienne encore. C'est ce qu'il a expliqué entre les antidotes, si tu appliques des antidotes partiels ou des antidotes directs. Les antidotes que tu peux appliquer contre l'attachement vont éliminer l'attachement. Ou vont réduire l'attachement, pardon. Vont pas éliminer l'attachement. Si tu médites sur le non-soi, hein, tu vas éliminer l'attachement. Hein. Donc, c'est ça ta question? Et par rapport au non-soi, il n'y a que la méditation sur la vacuité qui peut nous permettre entre guillemets, de combattre le non-soi? C'est ça. C'est que la vacuité? Eh ben, pour combattre le non-soi, ouais. Ben oui, c'est ça. D'accord. Il faut voir justement qu'il n'y a pas de soi, l'absence de soi, comme Geshe-la l'a dit. Qu'est-ce que c'est que le non-soi? C'est l'absence d'un soi existant véritablement. Hein, c'est ça le non-soi. Il ne peut pas y avoir les deux en même temps. Hein. Notre ignorance, elle perçoit un soi.
Alors, le soi, vous comprenez ce que c'est que le soi? C'est quelque chose, c'est une identité qu'on attribue à une personne, aux personnes et aux phénomènes. C'est une identité intrinsèque, une identité véritable. Quelque chose qui fait que le phénomène ou la personne est ce qu'il est, ou apparaisse comme ce qu'il est. C'est ce qui fait le caractère essentiel de la Du coup, c'est quoi la différence entre le jeu? Parce qu'il a dit que le jeu existait. Donc, conventionnellement, bien sûr qu'il existe. Si tu penses que tu n'existes pas, tu penses que tu n'existes pas. Si. Bien sûr. Mais il faut partir de ça. Pour découvrir le non-soi, il faut partir du soi. On ne peut pas percevoir le non-soi tant qu'on n'a pas perçu le soi. On peut pas, c'est pas possible. Il faut partir du soi pour arriver au non-soi. Donc c'est pour ça que dans la méditation, il faut vraiment le faire apparaître, ce soi. Puisque c'est ça que l'ignorance saisit de façon erronée. Je reprends un petit peu tous les termes. L'ignorance qui se méprend sur la réalité. Le soi existe, mais bien sûr. Mais l'ignorance se méprend sur l'existence de ce soi, en lui attribuant une existence véritable. Donc ce qu'il ne faut pas que tu oublies chaque fois, c'est que quand on réfute, quand on veut réaliser la vérité, on réfute l'existence en soi du phénomène. On ne réfute pas le phénomène. Si tu réfutes le phénomène, tu tombes dans le nihilisme. Et là, c'est fini. T'étais... Goodbye. Si c'est l'existence en soi du phénomène. C'est ça que l'ignorance appréhende. Le reste est normalement, après, avec une méditation sur la vacuité, sur l'absence d'existence véritable des phénomènes, l'existence conventionnelle, elle reste intacte. Tu ne l'élimines pas, l'existence conventionnelle. Elle reste intacte. C'est-à-dire, ton analyse ultime, c'est une analyse ultime qu'on fait. C'est pas une analyse conventionnelle. Ton analyse ultime, elle élimine la croyance, comme l'a dit Geshe-la, ou l'appréhension d'un jeu qui aurait une existence absolue, qui aurait une existence véritable, qui aurait une existence à soi, qui existerait de lui-même. C'est ça qu'elle élimine. Mais il reste quoi après? Le jeu qui est simplement désigné sur les agrégats. Et c'est à ça qu'on arrive. À un jeu simplement désigné. Seulement, là, maintenant, tu ne le vois pas, ce jeu simplement désigné. Parce qu'il est collé à l'autre. C'est une superposition, tu vois. Superposé. Tu superposes sur ce jeu simplement désigné une existence véritable. Et la méditation sur la vacuité, justement, consiste à éliminer cette superposition pour arriver à voir que, ah oui, ça existe, bien sûr, mais ça existe comme étant simplement désigné par les concepts, par la pensée, par l'ignorance, voilà. Et donc, quand tu vois ça, que ce jeu existe simplement désigné, tu as une expérience de la vacuité, mais les réalités conventionnelles existent encore. Il faut bien qu'il y ait une base. Et donc, tu te sers de ça pour méditer sur la vacuité. OK, c'est clair? Donc là, je pense que ta réponse aussi à la première question, ça va se situer aussi à ce niveau-là pour les svatantrika aussi. Quelle est cette base sur laquelle on médite? Ouais. Christian, je reviens sur une phrase que tu as donnée tout à l'heure. La vacuité est un phénomène permanent, mais qui ne dure pas. C'est ce que j'ai noté. Oui, qui est temporairement permanent. C'est là où j'ai un peu de mal à capter, parce que si ça ne dure pas, c'est que c'est pas permanent. Tu l'as expliqué, mais j'ai pas capté en fait l'explication. La vacuité de ce livre, elle n'existe que tant que le livre existe. Si je brûle le livre, la vacuité du livre n'existe plus. Permanent, merci. Permanent, c'est pas éternel. Exactement. Ah, ok. D'accord. Permanent, c'est pas éternel. Et la vacuité, on doit l'appliquer à quelque chose. C'est pas la vacuité en général, c'est la vacuité par rapport à quelque chose. Ouais. D'autres questions? Xavier sur ligne, et excusez-moi parce qu'il y a la méditation. Ah oui. Je fais une note par rapport au temps. Excusez-moi, tout le monde. On peut. Ouais. Ouais. Je voudrais quand même revenir sur vous donner une définition de la vacuité un peu plus forte
que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Selon l'école Prasangika. Là, on est vraiment dans l'école Prasangika. J'ai quelques conseils aussi. Bon, on va grignoter un peu sur la méditation, tant pis. Ok, pas grave. C'est moi qui décide. Mais on en fera une petite quand même. Donc, définition de la vacuité selon l'école Prasangika. Rien ni personne ne possède quoi que ce soit qui, de manière inhérente, en fasse ce qu'il est. Rien ni personne ne possède quoi que ce soit qui, de manière inhérente, en fasse ce qu'il est. Et nous, voilà, c'est ça que les Svatantrika n'ont pas encore compris, même si c'est des Madhyamikas. Rien ni personne ne possède quoi que ce soit qui, de manière inhérente, j'insiste, souligné, en fasse ce qu'il est. C'est ça, donc, qu'il faut arriver à ça. Autrement dit, il n'est rien qui soit doté de sa propre caractéristique qui ferait d'une chose ce qu'elle est. Si je cherche quelle est la caractéristique essentielle qui fait que ce livre est un livre, vous allez trouver quoi? Rien. Vous n'avez pas trouvé cette caractéristique essentielle qui fait que ce livre est un livre. Vous allez trouver des pages, vous allez trouver tout ce que vous voulez, plein d'éléments. Et ces éléments, si à leur tour vous les analysez, vous n'allez pas trouver non plus ces éléments. Ils vont aussi disparaître à l'analyse ultime. Okay. Alors je répète quoi? Il n'est rien qui soit doté de sa propre caractéristique. Qui en ferait ce qu'il est, si vous voulez. Et donc la vacuité, c'est une simple absence. J'insiste beaucoup là-dessus. Les Tibétains insistent bien sur le mot tsam que vous allez entendre. Ça veut dire simple. Donc simple absence. La vacuité, c'est l'absence ou la simple absence de quelque chose qui existerait autrement que par le pouvoir du langage et de la pensée. Ça, c'est Madhyamika, Prasangika. C'est renversant. C'est révolutionnaire au possible. Là, il n'y a pas plus révolutionnaire que ça. Tu vois, il n'y a pas plus révolutionnaire que ça. Tout le reste, c'est de la rigolade. Si tu réalises ça, Pascal, là, tu es vraiment un révolutionnaire. Je le répète, c'est l'absence de quelque chose qui existerait autrement que par le pouvoir du langage et de la pensée. T'as bien compris, Pascal? Oui. Tu l'as noté? Oui. Oui, vas-y, pose ta question. Moi, mais courte et brève. Oui, courte et brève. L'espace. Oui. C'est l'illustration de la vacuité, l'espace. Basta. Voilà, merci. C'est ce qu'a dit Geshe-la hier dans la dernière méditation qu'on a faite avant de manger. Il a dit, quand vous arrivez à cet état justement où vous avez analysé tous les phénomènes, et vous arrivez dans un espace vide. Espace vide, ah oui, pardon. Okay. Espace vide, qui est l'illustration de la vacuité. Et donc, quand vous êtes en méditation sur la vacuité, le phénomène que vous analysez, dont vous analysez l'existence véritable, disparaît complètement. Disparaît. Donc, c'est pour ça que ça fait... Vous ne le percevez plus. Il disparaît. Et quand vous sortez de votre méditation, vous retrouvez la vérité conventionnelle, ce phénomène réapparaît. Il réapparaît comment? En ayant une existence véritable. Tant qu'on n'est pas Bouddha, les choses vous apparaissent comme si elles avaient une existence véritable. Mais, comme vous avez passé peut-être 2 jours en absorption méditative dans la vacuité,
Là, vous vous faites pas duper. Vous avez compris. Vous savez bien que même si le phénomène vous apparaît comme ça, votre réalisation est si forte, votre compréhension est si forte, que vous percevez son accent sur l'absence d'existence véritable. Et vous ne vous faites plus tromper par l'ignorance qui vous fait croire que le phénomène existe véritablement. Parce que vous avez eu une expérience directe de la vacuité. Mais dans cette expérience directe, pendant l'expérience directe, le phénomène disparaît. C'est pour ça qu'on appelle ça la vacuité semblable à l'espace. Mais quand vous sortez de la méditation, les phénomènes vous apparaissent comme semblables à des illusions. Ce ne sont pas des illusions, ils existent, les phénomènes. Mais ils sont semblables à des illusions au sens où ils apparaissent, mais ils n'existent pas comme ils apparaissent. Comme un mirage, comme une hallucination, comme le reflet de la lune dans l'eau, comme le reflet dans le miroir, comme tout ce que vous voulez. Les phénomènes apparaissent. Mais vous voyez bien que la lune qui se reflète dans l'eau, c'est pas la vraie lune. Vous ne vous faites pas avoir. C'est un reflet. Mais ce reflet a le pouvoir de vous faire du bien, de vous apaiser, voilà. Même si c'est un reflet. Mais vous savez que c'est un reflet. Vous avez perçu le jeu. Comme le serpent et la corde. Vous avez la perception, et après, vous ne faites pas trop. Vous avez vu la chose en question. Serpent et la corde, c'est pareil. Pour éliminer cette peur que vous provoque le serpent parce que vous avez imaginé un serpent sur la corde, il faut vous approcher du serpent. Tant que vous n'avez pas vu il n'y a pas les caractéristiques d'un serpent, mais il y a les caractéristiques d'une corde. C'est pour ça que les caractéristiques, c'est important. Et je comprends bien les souhaits intricats. Moi, personnellement, j'ai du mal à rentrer complètement dans les pressions intricats parce que ces caractéristiques, je ne les ai pas encore éliminées. Il y a encore une adhérence ou une adhésion aux caractéristiques. C'est-à-dire qu'il faut bien, comme on me l'a dit, c'est parce qu'à partir du moment où on voit que le serpent n'a pas les caractéristiques d'être un serpent, qu'on est libéré, qu'on est libéré de la peur. Okay. Et c'est vrai qu'il ne suffit pas de dire il n'y a pas de serpent sur la corde, il n'y a pas de serpent, c'est une corde, ça ne servira à rien. Il faut qu'on aille voir. C'est comme un enfant qui pense qu'il y a un monstre sous son lit, et vous dites mais non, il n'y a pas de monstre, qu'est-ce que tu racontes, c'est pas vrai. Ça ne va pas lui enlever la peur. Il faut qu'il aille voir sous son lit et qu'il regarde bien qu'il n'y a aucun monstre. Et là, il verra bien qu'il n'y a pas de problème. Que le monstre qui s'y prenait pour un monstre, c'est je sais pas, un jouet ou n'importe quoi. Il faut qu'il aille voir par lui-même, il faut qu'il s'approche du phénomène. Donc la méditation, c'est la vacuité, c'est ça. C'est s'approcher du phénomène le plus possible pour voir justement que le phénomène n'a pas les caractéristiques qu'on lui attribue. Que l'ignorance lui attribue. Oui, une question au fond. C'est pas une question, c'est... On dit aussi, on imagine, c'est comme un magicien qui fait apparaître des choses et ça nous paraît véritable alors que c'est illusoire, c'est une bonne... C'est ça, exact, c'est une illusion. Ouais. Le médecin qui coupe sa femme en morceaux, il coupe pas vraiment sa femme en morceaux. Il donne l'impression de couper sa femme en morceaux. Mais mais sa femme est toujours là. Mais le spectateur croit qu'il coupe sa femme. Mais lui, il le sait bien. Il crée l'illusion. J'en sais rien, moi. Il crée l'illusion. Donc le magicien ne se fait pas duper. De même que quand on a réalisé la vacuité, les apparences, ça apparaît comme ça apparaît, mais on n'est pas dupe. On voit que c'est pas comme ça, que ça existe. Et donc, rien que cette phrase, et Lama Yeshe disait dans un enseignement, je ne sais plus lequel, et moi, c'était pour moi la première approche de la vacuité, et ça m'a marqué. Et Lama Yeshe disait, n'allez pas étudier, il était assez radical aussi, n'allez pas étudier toutes les écoles philosophiques, ça sert à rien, tout ça. Il n'y a qu'une chose que vous devez savoir, et n'oubliez jamais, c'est que les phénomènes n'existent pas tels qu'ils vous apparaissent. Et ça, vous devez l'avoir constamment dans l'esprit, que tout ce qui vous apparaît, ça n'existe pas comme ça vous apparaît. Tout le reste, il dit, c'est de la philosophie, c'est pour les dialecticiens, laissez tomber. Juste ça, juste ça. Ça suffit. Lama Zopa insiste aussi beaucoup. C'était le disciple de Lama Yeshe, donc forcément. Rien que pour comprendre. Voilà. Mais Lama Yeshe, il allait
Et ça a éveillé beaucoup d'intérêt, disons, pour beaucoup de gens. Ouais. Vas-y, Tsanka. Une question sur Zoom. Oui, excusez mon français. Que font ceux qui ont réalisé la faculté ensuite? Une fois qu'ils sont réalisés, ils font quoi? Ils font comme d'habitude, ils font des choix. Ils doivent décider le matin s'ils vont travailler ou s'ils n'y vont pas. Ils doivent faire des choix dans leur vie. Et ça n'enlève pas le fait qu'on doit faire des choix. Ils aident autrui, non? Oui. L'existence conventionnelle continue à fonctionner. Hein. Il n'y a pas de problème. Vous devez faire des choix, vous devez décider si vous voulez acheter une voiture, si vous prenez la rouge ou la bleue, voilà, vous devez faire des choix. Ça ne va pas éliminer la possibilité, le devoir de faire des choix. Et aussi, Xavier, s'il voudrait, parce que j'ai vu qu'il baissait son main, c'est maintenant peut-être le moment. Il a fait le choix de baisser la main. Oui. Ouais, très bien. Bon, ok, on passe. Ok. Oui, méditation. Oui, parce que c'était pour parler de Nagarjuna. Sur ce que tu dis, il le dit sous forme de débat dans le traité du milieu. Mais, bah oui. Et le monsieur, il a parlé de l'espace. Oui. Et l'espace, c'est avec ou sans ses caractères. Existe-t-il? Oui, c'est un phénomène permanent, comme la vacuité. Voilà, il ne peut pas exister sans caractère, donc... Il existe en dépendance de ses parties. Il n'y a pas il n'y a rien qui existe sans dépendre de ses parties. Voilà. Merci, Tashka. Je ne sais plus. 5. Oui, c'est difficile. Oui, Cathy. Oui, l'individu qui a réalisé la vacuité, qui s'est libéré des voiles complètement. Ouais. Qu'est-ce qui le différencie d'un Bouddha? Il n'a pas forcément développé bodhicitta. Il n'a pas éliminé tous les voiles, il n'est pas arrivé à la 10e terre encore. S'il a éliminé tous les voiles... Ah si, pardon. Si c'est un arhat. Si c'est un arhat qui a éliminé tous les voiles, c'est un Bouddha. C'est la même chose. Oui. Quand on lit l'éloge au Bouddha, on l'appelle l'arhat, le Bouddha aussi, tu vois. Dans les qualificatifs du Bouddha, il y a le mot arhat. L'arhat qui, voilà, tu sais, quand on lit la louange. Ça. C'est ça. Tous les arhats ne sont pas des Bouddhas, mais tous les Bouddhas sont des arhats. Voilà. Dans ce cas-là, s'il est un Bouddha, il a la bodhicitta. Ah bah oui. Parce que moi, je pensais qu'on pouvait avoir la vacuité sans avoir atteint la bodhicitta. Oui, on est simplement un arhat à ce moment-là. Dans ce cas-là, on n'est pas un Bouddha. Ah non. D'accord. Donc après, oui. Comment? Oui. Oui, bien sûr. Oui. Et éliminer tous les voiles. Avoir éliminé tous les voiles. Être arrivé à la 10e terre du grand véhicule. Hein? Et on est un arhat parce qu'on est arrivé au bout du chemin. Hein? Moi, je voulais savoir on a éliminé l'ennemi. Pardon. Oui. La personne, admettons, qui a réalisé la vacuité, du coup, est-ce elle devient imperméable, voire insensible? Par exemple, si on lui fait une remarque, si on lui met une baffe, si... Vous mettez une baffe. Enfin bon, en tout cas, est-ce qu'il y a une forme d'insensibilité ou d'imperméabilité? Écoute, si vous envoyez une pierre, si vous jetez une pierre à quelqu'un qui a réalisé la vacuité, je pense qu'il va faire comme ça pour l'éviter quand même. Je pense pas qu'il va rester. Je vois pas l'intérêt, franchement. Mais comment il va réagir? Comment est-ce qu'il va réagir lui? Plus en colère, plus avec la Tout colère. dépend s'il a éliminé tous les voiles ou pas. Je sais pas. Si la saisie est complètement éliminée, ça dépend de plein de facteurs. Je ne sais pas quelle forme il peut manifester pour la personne en question. Je ne sais pas. C'est très très variable. Après, cette personne a tous les moyens habiles à sa disposition pour faire comprendre à l'autre, je ne sais pas moi, que c'est peut-être pas bien de lancer des pierres. Mais du coup, elle se retrouve plus dans la saisie, quoi, en fait. Elle se retrouve plus dans la saisie. Voilà. Et est-ce que c'est définitif? Ah oui.
Quand tu as compris la vacuité, c'est bien sûr. Ouais, mais... À moins que tu je sais pas moi, tu fasses un AVC peut-être, et encore, j'en sais rien. Si vraiment il y a un problème mental qui s'impose, que tu perdes ta réalisation, je sais pas, mais bon. Si tu as réalisé la vacuité, oui, tu as réalisé la vacuité. Tu es ouais. Tu es entré, tu es. Enfin, moi j'imaginais que du coup ça a enlevé de la sensibilité, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Toi, ce que tu appelles la sensibilité, c'est fondé sur une conception inhérente de la sensibilité. C'est fondé sur une perturbation mentale. D'accord. Pour un Bouddha, c'est pas, pour un être réalisé, c'est pas fondé sur une perturbation mentale. C'est fondé sur l'absence d'existence en soi de cette soi-disant sensibilité. Si tu analyses le mot sensibilité, sur quoi tu mets cette étiquette? Qu'est-ce que tu désignes par sensibilité? Eh bien, entre guillemets, une non-souffrance, quoi. Oui, une non-souffrance. Si tu veux. C'est ça. La vacuité élimine la réalisation de la vacuité élimine la souffrance. Oui, exactement. Mais ça élimine pas la sensibilité. Ça élimine une sensibilité qui te ferait souffrir. Une sensibilité qui serait souffrance. Oui, Anne. Certains textes, il est dit que ça n'élimine pas la douleur, mais que ça élimine la souffrance. Exactement. C'est ce qu'on rajoute. Très bien. À de la douleur. Oui. Merci. C'est ça. La douleur, oui, c'est ça. Exact. C'est-à-dire, vous allez chez le dentiste parce que vous avez mal aux dents. Quand il va vous passer, si vous endort pas, vous allez avoir une douleur. Par exemple, vous avez des douleurs, mais c'est pas une souffrance. C'est-à-dire, la sensation de douleur, vous ne pouvez pas l'éviter. Hein, ça, c'est sûr, c'est automatique. La douleur, elle apparaît comme ça. Mais la souffrance, c'est quelque chose, justement, qu'on rajoute sur la douleur. Qu'on ajoute à la douleur. Oui, c'est ça. En réalisant la vacuité, on est libéré de la souffrance. On n'est pas libéré de la douleur. C'est ça. Ouais. Je peux poser une autre question qui est un peu externe, mais comme tu as mentionné que ceux qu'on appelle les maîtres, comme Nagarjuna, comme Tsongkhapa, ne se sont pas autoproclamés maîtres, c'est leurs disciples qui ont créé une école pour expliciter leurs pensées. Mais à la page 73 de la prière, au début des enseignements, il est dit que le Bouddha vous avait annoncé « Je suis suprême en ce monde ». Et ça, est-ce que c'est une parole qui implique que le Bouddha s'adressait à des personnes qui pouvaient voir qu'il n'y avait aucun orgueil dans cette pensée-là? Quel est le sens direct, enfin C'est ce qu'on appelle le rugissement du lion. Hein, c'est le rugissement du lion qui fait taire tous les autres animaux parce qu'il impose par sa présence le respect et la soumission. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle le rugissement de lion. Quand le Bouddha proclame « Je suis suprême en ce monde », il proclame en fait sa réalisation de la vacuité. Et ce je n'existe pas de manière intrinsèque. Mais c'est sa parole qui est vraie, et tout ce que dit un Bouddha est vrai, quoi, si tu veux. Donc, c'est une parole qui en impose, quoi, on pourrait dire. Hein. C'est la parole c'est une des qualités de la parole du Bouddha, d'être à la fois, c'est-à-dire, elle ne fait aucun compromis, et tout le monde, dès qu'on l'entend, tout le monde est soumis, pratiquement. Tout le monde est sous le charme. Voilà. Voilà. Par exemple, sa sainteté, le Dalai Lama est un exemple de la parole du Bouddha où dès que il peut y avoir 100 000 personnes dans l'assemblée, dès que le Dalai Lama prend la parole, tout le monde est complètement subjugué ou soumis ou admiratif ou je sais pas. Hein. La différence d'un être ordinaire ou d'un Bouddha est là. Et quand le Bouddha annonce « Je suis suprême en ce monde », c'est ça que ça veut dire, en fait. Hein, parce que... Ouais. Oui. Attends. Parce que sur Zoom, il y a la question qu'il
voudrais voir. Ça chauffe. Ça chauffe, oui. C'est est-ce qu'il y a bien 3 types arat en fonction de 3 types de voix? Il y a. Ouais, on peut dire ça. Bien. Oui, on peut dire ça. Ouais, en fonction des traits, c'est-à-dire c'est l'aboutissement de chaque voix. Hein, c'est l'aboutissement de chaque voix. Des auditeurs, des pratika Bouddha et des bodhisattvas. On peut voir ça comme ça. Ouais. Good, c'est bien. Christian? Oui. Ouais, pardon. Ouais, merci. L'exemple que tu as donné justement du Dalai Lama, j'aurais tendance à faire le lien avec ce que disait hier Geshe Lodon, que c'est lié à sa notoriété quelque part, que les gens restent un peu ébahis parce qu'il a une grande notoriété. Et on a tendance justement à être ébahi par cette notoriété et par les mots, et non pas par le sens véritable des mots. Dans un premier temps, bien sûr, hein, ça ne veut pas dire que ce qu'il dit, c'est n'importe quoi, c'est pas ce que je dis. Mais que c'est vraiment... Non, mais c'est pour faire le distinguo. Mais c'est la notoriété, moi, j'ai envie de dire. Comment tu définis la notoriété? La célébrité de la personne. La célébrité. Tu crois que quand tu es en face de la personne, tu penses à sa célébrité? Ou peut-être ça... Oui, bien sûr. Ça a une certaine influence. Ça a une influence, oui, forcément. Ça peut... ouais. Mais qu'est-ce qui rend une personne célèbre? Soit sa connerie, soit c'est ce qu'elle fait qui est bien, quoi. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est parfaitement en accord avec ses paroles, avec ses actes. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent, je ne sais pas. Après... ouais. Enfin, je faisais le lien par rapport à hier. C'est pas tout le monde qui le ressent. Oui, tout à fait, hein, c'est clair. Tout dépend de nos a priori ou de la connaissance que l'on a aussi sur cette personne, de ce qu'elle fait. Ouais. Ce qui émane d'elle, oui, ce qui émane de cette personne. Non, je dis de telle personne. Vous voulez faire... Allô? On arrête? On va arrêter, oui, pardon. De telle personne pour avoir approché sa sainteté de Dalai Lama, au-delà de ce qu'il peut dire, on ressent quelque chose. Oui. Il y a quelque chose d'indicible qui ne se parle pas. Très bien. Et c'est vrai que tout ça, des milliers de gens le ressentent à son approche. Exactement. Il émane au-delà de ce qu'il peut dire, de ce qu'il peut présenter. Bien autre chose qu'on ne peut pas définir, quoi. Ça, c'est clair. Hein. Tout à fait. C'est clair quand et ça, c'est sa réalisation, c'est le pouvoir de sa réalisation, comme un Bouddha. Quelque chose comme ça. Merci. Comme ça, Merci. On arrête là, on va méditer un petit peu, juste calmer un petit peu, 10 minutes, un quart d'heure, jusqu'à moins 10 peut-être. Essayer de... Il est moins 20. Non, plus de questions. Ouais. Donc on se pose un peu en méditation, on essaye de se concentrer sur la respiration, on ne pense plus à quoi que ce soit. Et on se souvient surtout que pour réaliser la vacuité, le calme mental est absolument indispensable. On ne pourra pas développer cette vision pénétrante qui perçoit la vraie nature des phénomènes tels qu'ils sont, si on n'a pas développé le calme mental. Donc avant chaque méditation sur la vacuité, il est nécessaire de se concentrer en un point, d'abord sur la respiration, pour faire réapparaître cette quiétude mentale, et ensuite sur la vacuité. Donc dans un premier temps, on se concentre simplement sur le souffle ou sur l'image du Bouddha, la représentation du Bouddha Shakyamuni, juste en contemplation, sans analyse.
Et on essaie vraiment de détendre l'esprit, de le laisser reposer dans sa nature même, qui est semblable à l'espace. Très vaste, très lumineuse. En voyant que toutes les pensées ne font que traverser cet espace vaste et lumineux. On ne saisit rien, on laisse simplement s'élever les choses et se libérer dans cet espace. Ensuite, dans cet espace, on fait apparaître un objet, un phénomène auquel on est très attaché, un objet d'attachement. Et on regarde comment ce phénomène nous apparaît. À la conscience mentale. Donc il nous apparaît comme quelque chose d'autonome, d'indépendant, d'existant par lui-même, de son propre côté, par ses propres caractéristiques. On va s'approcher de plus en plus de ce phénomène en regardant si c'est vraiment comme ça qu'il existe. Et ainsi, donc, on voit qu'il est composé de nombreuses parties. Donc il n'est pas indépendant. Il n'est pas unique. Il est la somme de toutes sortes de parties. Ensuite, on voit que ce phénomène dépend de causes et de conditions, qu'il n'est pas venu tout seul, qu'il a été créé, qu'il a été composé par toutes sortes de causes, de conditions qui président à son existence, qui précèdent son existence. Donc il n'existe pas véritablement en tant que tel. Comme une chose unique, comme une entité. Et enfin, on perçoit qu'il existe comme une simple désignation par la conscience mentale qui impute sur cet objet, qui met un nom sur cet objet.
Donc cet objet, il ne peut pas être à la fois réel et à la fois conceptuel. S'il est créé par la pensée, s'il est créé par les concepts, c'est qu'il n'existe pas réellement. Il n'existe pas de la manière dont il nous apparaît. Du coup, l'attachement se dissipe. L'attachement n'existe que parce qu'on surestime les caractéristiques de cet objet, qui sont introuvables dans l'objet lui-même. On prend conscience, donc en fait la réalité de l'objet, c'est simplement une exagération que notre esprit impose à l'objet. L'objet n'existe pas de lui-même, il est surestimé par notre conscience. On voit ainsi donc toute la part importante que joue la conscience dans la réalité qu'on donne aux choses. Alors que les choses, d'habitude, nous semblent exister d'elles-mêmes. On voit qu'elles n'existent que parce qu'il y a une conscience qui les dénomme. Donc en même temps qu'on perçoit l'interdépendance, on perçoit la vacuité. Et on évite les deux extrêmes d'éternalisme et de nihilisme. Puisque le phénomène est interdépendant, il existe. Et puisqu'il est vide, il n'existe pas tel qu'il nous apparaît. Et on reste dans cet état, justement, d'union, de la vacuité, de l'interdépendance, semblable à l'espace. Et quand on quitte cette méditation, tous les objets nous apparaissent et on perçoit qu'ils sont semblables à des illusions qui n'existent pas en eux-mêmes. Donc, ayant fait un pas de plus vers la vacuité, vers la compréhension de la vacuité, on dédie cette compréhension à l'éveil pour le bien de tous les êtres. Voilà, merci beaucoup. Juste une annonce, une dernière annonce. Je vous enverrai le travail à faire. Et dedans, il y aura un commentaire de Kensur Losang Tenzin sur la vision pénétrante qui est absolument remarquable en français. Donc ça sera votre support d'étude pour... voilà. Donc c'est pas la peine que vous achetiez le livre qui est texte Racine. Avec ce commentaire, vous pourrez vraiment... qui détaille beaucoup de choses, vous pourrez étudier à fond et compléter l'enseignement de Geshe Loden. Donc ça, il faut absolument... Donc ça, c'est le travail intellectuel à faire. Il y aura un travail méditatif à faire. C'est que toutes les 10 minutes, vous prenez un phénomène, n'importe lequel,
et vous voyez qu'il n'existe pas véritablement. Bon, 10 minutes, j'exagère. Toutes les heures, une fois par heure, vous prenez un phénomène, n'importe qui, votre conjoint, votre voiture, n'importe quoi, et vous voyez qu'il n'existe pas véritablement, parce que c'est une production juste le seul raisonnement, ce phénomène n'existe pas véritablement parce que c'est une production dépendante. Et là, à force, vous allez réaliser la vacuité.